le 19h30, Julie Morel. Merci de choisir la RTBF pour vous informer. À la une de l'actualité, le Yémen et ses millions d'enfants au bord de la famine. Les maisons de repos se montrent créatives pour soulager leurs résidents privés de contact physique avec leurs proches depuis des mois. Il y a 60 ans, le 30 juin 1960, taux d'abstention record pour le deuxième tour des élections municipales en France. Nous verrons de quelle manière ça a influencé les résultats. Pierre Marlet sera avec nous en direct pour les premières tendances avant 20h. Les plateformes numériques d'enseignement à distance se sont imposées dans les écoles pendant le confinement. Faut-il pérenniser ces pratiques? C'est la question au menu de notre page Un œil sur demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un pays que beaucoup d'entre nous peinent à situer sur la carte, un pays lointain dont on ne connaît à peu près rien, un pays que la guerre ravage depuis plus de 5 ans maintenant et qui traverse la pire situation humanitaire de la planète aujourd'hui. Direction le Yémen pour commencer ce journal avec des images insoutenables, mais que nous avons malgré tout choisi de vous montrer tant la situation y est dramatique, en particulier pour les enfants. Aurélie Didier. Salwa est une petite fille de 5 ans qui vit au Yémen. Elle souffre de grave malnutrition. Ses parents n'ont pas de quoi la nourrir tous les jours, ni de quoi payer un traitement médical. بأدب كورونا وإحنا محاصرين من الحرب من كورونا من جميع الجهات فإحنا حالتنا لا ينبغي إلا الله فأنا بعض الأحيان نجلس يومين 3 أيام من دون أكل فأنا أضطر أعطيها سكر أو موية تحاول تهدى ماء من الوكي بس. Comme Salwa, 2 millions d'enfants yéménites souffrent de malnutrition et les conditions sanitaires s'empirent à cause de la pandémie du Covid-19. On estime que le Yémen compte 1 million de personnes atteintes du nouveau coronavirus et le taux de mortalité est particulièrement élevé. Si nous ne recevons pas d'urgence des équipements de protection, des liquides de stérilisation et des tests pour nos patients et le personnel médical, nous serons confrontés à une catastrophe incontrôlable. Pour faire face à cette double crise sanitaire, l'UNICEF a réclamé 450 millions d'euros. Mais jusqu'à présent, l'organisation a à peine récolté un tiers du montant. I've worked on Yemen for many years now, seen many bad moments. This is the darkest moment I have ever seen. The world has a simple, straightforward choice. It can either resume funding of the aid operation and save millions of lives, or it can watch as the country simply falls off the cliff. Au Yémen, la guerre a commencé il y a plus de 5 ans. Le conflit oppose d'un côté le pouvoir, appuyé par l'Arabie saoudite, et de l'autre côté les rebelles houthis, soutenus par l'Iran. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts. Plus de 3 millions de civils vivent dans des camps de déplacés. Pour l'ONU, ce pays très pauvre est touché par la pire crise humanitaire au monde. Retour chez nous avec la situation des maisons de repos où on respire un peu après plusieurs mois de crise aiguë. Les visites sont encore limitées et les règles sanitaires strictes dans certains établissements. Mais on se dirige vers un assouplissement de ces mesures à partir du 1er juillet et ce sera un véritable soulagement pour tous ceux qui se sont sentis isolés. Le reportage de Thomas Dechamps, Natacha Mann et Tidiam Kouache. Visage masqué, mains désinfectées, Gisèle le sait, c'est obligatoire avant de pouvoir retrouver sa maman Josée, âgée de 85 ans, sur la terrasse de sa maison de repos du côté de Sprimont. Ça vous émeut, madame? Oh oui, je voudrais pouvoir en serrer dans mes bras. Je sais bien que c'est impossible. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ça va aller. Quand c'était les visites fenêtres, bon voilà, on avait la possibilité. Le problème, c'est qu'avec les masques, on a des gens, la voix ne passe pas bien, mais en même temps, si, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus convivial, c'est nettement mieux. On a une intimité qu'on n'avait pas, quoi, voilà. Ici, dans ce home de Perruet, dans le Hainaut, on a opté pour cette câlinerie. Par ce bisou, on ressent toute la tendresse d'un père pour sa fille, en toute protection grâce à cette bâche en plastique. Ça fait 3 mois que j'ai pas embrassé mon papa et là j'ai vraiment ressenti une émotion au niveau de moi-même, quoi. Et franchement ouais, c'est top. Et même mon papa il a ressenti. Les conditions de visite dans les maisons de repos sont très différentes d'une institution à l'autre et dès le 1er juillet, certaines mesures seront assouplies, mais à nouveau,
au cas par cas. Certaines seigneuries autoriseront les sorties en famille, comme à Namur, mais la vigilance sera de mise lors du retour en institution. Le retour sera assujetti à un certain nombre de contraintes, qui sont des contraintes assez légitimes, liées au port du masque, liées au fait de rester en chambre pour éviter que potentiellement, s'ils étaient porteurs, ils ne le propagent à d'autres. Et puis veiller à ce qu'ils ne prennent peut-être plus les repas collectifs comme ils pouvaient l'avoir. D'autres directions de Home sont plus réticentes aux sorties. On pense bien que si les résidents peuvent retourner en famille, ça va être très compliqué pour eux de ne pas prendre leurs arrière-petits-enfants dans les bras, alors qu'eux peut-être seront porteurs. Donc ça nous tracasse énormément. Cette phase de déconfinement dans les homes sera mise en pratique avec une très grande prudence par les directions des maisons de repos, car le virus est toujours là et les souvenirs des moments critiques sont encore dans toutes les mémoires. Ce dimanche, 86 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées, ce qui porte le nombre total de cas comptabilisés à 61 295. Une donnée que l'on est allé chercher sur le site de Sciensano, mais qui n'est plus communiquée par ailleurs. Yves Van Lethem, on a d'ailleurs un peu de mal à s'y retrouver avec ces moyennes, puisque ce sont désormais des moyennes hebdomadaires qui sont fournies. Il y en a qui ont un petit peu de mal à comprendre ce choix, alors qu'il y a quand même toujours un certain nombre de contaminations par jour. C'est vraiment lié au fait que pour certains des indicateurs, comme par exemple la mortalité ou les admissions à l'hôpital, les chiffres sont très petits. On est entre 5 et 10, ou entre 10 et 15, 15 et 20, et que d'un jour à l'autre, ça varie extrêmement normalement et naturellement, en donnant une impression un petit peu de cafouillis. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce qui nous intéresse, c'est la tendance générale, et c'est pour ça que c'est amorti sur une semaine. Ça ne cache rien ? Ça ne cache rien parce que les chiffres sont disponibles, comme vous venez de le dire. Il n'y a pas de problème. C'est plus pour indiquer dans le sens où on va, plutôt que prendre les petites bosses de la route. Un constat qui est fait, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de jeunes personnes qui sont contaminées. Ça a été longtemps l'inverse. Alors tout à fait, pour l'instant, l'augmentation des cas qui est diffuse sur le pays, sur les deux régions, sur différentes provinces, est essentiellement dans les moins de 10 ans d'une part. C'est la reprise des écoles, ils ne sont pas malades, ils ont de petites choses simplement. Et ce sont les 30 à 40 ans, peut-être parce qu'effectivement, à la fois reprise du travail, reprise d'un tas de contacts, avec moins de précautions éventuellement. Vous en tirez quoi comme conclusion ? C'est plus compliqué à gérer, ça, sur le plan épidémiologique Non, c'est l'évolution auquel on s'attendait. D'une part, du côté des écoles. Les écoles vont maintenant s'arrêter, d'une part. D'autre part, les gens vont partir en congé. Et on a une surveillance extrêmement précise au niveau des différentes communes qui nous permettrait de savoir si quelque chose apparaît. Or, il n'y a aucun point rouge qui clignote actuellement. Alors, concernant les vaccins, on n'y est pas encore, mais il y a quand même une liste qui vient d'être établie avec les priorités pour les personnes qui pourront être vaccinées en Belgique et dans quel ordre ? Alors, il a été demandé au Conseil supérieur de la santé, effectivement, de fournir au gouvernement les priorités par type de patient, de pathologie, et une évaluation de la quantité de vaccins qui serait nécessaire pour la Belgique. Et cette liste va être fournie durant la semaine à la ministre et elle sera publiée logiquement d'ici une quinzaine de jours. Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire ? Ce seront les personnes âgées en priorité ? On a tous vu quels étaient les patients qui étaient malheureusement atteints ou en soins intensifs ou qui décédaient. On a tous vu que c'était des personnes âgées, des personnes qui avaient des pathologies comme de l'hypertension, de l'obésité, du diabète. Elles sont bien sûr reprises dans la liste des gens à vacciner, comme le personnel de santé, ça va de soi. Bien évidemment, qui est au contact de la maladie. Alors, il y a aussi plusieurs indicateurs qui indiquent aujourd'hui qu'un certain nombre de personnes ne voudront peut-être pas être vaccinées. Tout à fait. Dans d'autres pays, comme en France, par exemple, une étude montre qu'à peu près 25% des Français diraient non. Aux États-Unis, certaines données donnent 40 à 50% des gens qui diraient non. Ouais. C'est énorme. Dans notre pays, on sait que pour la grippe, on a au mieux 70% d'acceptation du vaccin et parfois seulement 30%. Donc je pense qu'en Belgique, il est à peu près certain qu'au moins 20, 30, 40% de gens ne voudront pas du vaccin. Oui, un vaccin qui fait peur. Il faudra en tirer les conclusions. Une dernière question, Monsieur Van Lethem. On attend toujours un plan de reconfinement en Belgique pour si l'épidémie reprend. On ne voit toujours rien venir. Vous trouvez ça normal, vous ? Alors, on aimerait déjà avoir ce plan maintenant, bien sûr, savoir qu'il est là. Ce qui est clair et ce que je sais, c'est que des groupes de travail sont en train de plancher sur ce qui s'est bien passé et surtout ce qui ne s'est pas tout à fait bien passé durant la première vague et qu'ils doivent revoir ainsi différentes structures. On l'a dit pour le testing, on l'a dit pour le suivi des cas, on l'a dit pour les maisons de repos, on l'a dit pour les masques, de manière à ce qu'on n'ait plus ce genre de problème et qu'un plan existe, j'espère, dans les semaines qui viennent.
Vous l'espérez aussi. Merci, Monsieur Van Lethem. Pendant des semaines, on a applaudi les soignants tous les soirs à 20h. Aujourd'hui, moins de bruit, mais d'autres initiatives ont vu le jour. C'est ainsi qu'une grande fresque a été réalisée en face de l'hôpital d'Ixelles. Une œuvre en forme d'hommage aux milliers de soignants et de travailleurs du secteur de la santé qui se sont investis sans compter, parfois au péril de leur propre vie. Sarah Hendricks. Sous les fenêtres de l'hôpital d'Ixelles, une fresque impressionnante se dessine pour remercier le personnel hospitalier de sa mobilisation pendant la crise. Une initiative d'un collectif d'artistes soutenu par la commune et différents sponsors sur un immeuble désaffecté du CPAS. J'avais envie que les couleurs rappellent vraiment le personnel hospitalier, les blouses un peu vertes, roses, bleues, qui a un rapport direct, qu'ils puissent se reconnaître dans les couleurs. Et puis, il y avait quelque chose de vraiment important, c'était pas de mettre seulement les médecins ou les infirmiers en avant, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui font à manger, il y a des gens qui nettoient, il y a des gens qui font la sécurité, il y a les ambulanciers. Et on avait envie que tous les corps de métier soient vraiment représentés. Dans le quartier, le projet séduit les passants et touche le personnel soignant. Martine a travaillé pendant 3 mois dans une des 2 unités Covid de l'hôpital d'Ixelles. C'est bien, c'est beau. Cette infirmière y a vécu des moments particulièrement forts. Malgré l'âge que j'ai, et je sais qu'au départ, vous ne voulez pas m'y mettre, moi, franchement, j'ai vraiment apprécié. Et j'aurais été triste de ne pas pouvoir y contribuer finalement. Mais même à l'heure actuelle, on me dirait que je dois retourner travailler et aller aider les gens, je le referais volontiers. Pourtant, le coronavirus a emporté de nombreux collègues auxquels les artistes rendent hommage. Sur la façade, des ballons en souvenir d'un vrai lâcher de ballon la semaine dernière, suite au décès d'une infirmière. En discutant avec le personnel, on s'était demandé si on mettait son nom et ils trouvaient que symboliquement, mettre des ballons sur le mur, ce serait la meilleure façon de lui rendre hommage et un petit peu du coup à tous les autres qui ont été victimes du Covid. Ces super-héros ont été applaudis tous les soirs pendant de nombreuses semaines, mais ils sont aujourd'hui à bout et redoutent une deuxième vague. On voit les gens se balader, les attroupements. Ça va encore nous donner plus de travail. Après 3 mois de Covid, on est fatigué. On aimerait bien aussi se reposer, quoi. Que les gens continuent à faire attention, garder la distance et porter leur masque, ça me ferait encore plus plaisir. Les soignants honorés par cette fresque gigantesque espèrent qu'elle rappellera au grand public et au monde politique le rôle fondamental qu'ils exercent au quotidien. Il y a 60 ans, le 30 juin 1960, le Congo accédait à l'indépendance. Une date clé pour le Congo, mais aussi pour la Belgique. Les 2 discours prononcés ce jour-là par le Premier ministre Patrice Lumumba et le jeune roi Baudouin feront date. Retour sur cet épisode avec Laurence Brex. L'indépendance du Congo ne peut bien sûr pas se résumer à cette signature. Pour l'ancrer dans l'histoire, il faut remonter au 4 janvier 1959. Dans la capitale Léopoldville, des émeutes éclatent. Les autorités belges ont interdit des réunions de partis politiques congolais. La haine contre les Belges s'exprime. Des maisons et des voitures sont brûlées. La police tire. Il y a 42 morts, tous des civils congolais. Conséquence de ces événements et de la décolonisation qui gagne toute l'Afrique, une table ronde est organisée à Bruxelles 1 an plus tard. Rien n'est prêt pour une décolonisation réussie, toutes les parties en sont conscientes. Et pourtant, un accord est conclu. Le Congo accédera à l'indépendance en 6 mois seulement. Le 30 juin 1960, la cérémonie officielle débute avec des discours qui resteront dans toutes les mémoires, dont celui du roi Baudouin qui encense la colonisation belge. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. En réaction, le Premier ministre congolais Patrice Lumumba s'octroie un temps de parole pour énoncer à voix haute l'autre réalité de la colonisation. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs.
En moins d'une semaine, la situation dégénère complètement. Les soldats congolais se révoltent contre leurs officiers, tous blancs. Émeutes, viols, les colons belges fuient les violences et s'engouffrent dans des avions. Le retour en Belgique est amer et précipité, à l'image de l'accession du Congo à son indépendance. Et 60 ans après l'indépendance, beaucoup de Congolais regrettent que leur pays n'ait pas mis à profit cette autonomie, cette liberté retrouvée. Je vous propose d'entendre quelques témoignages recueillis cette semaine par notre correspondante Caroline Thirion et rassemblés par Quentin Warlop. Paroles de Congolais 60 ans après l'indépendance. C'est notre grand format de ce soir. Indépendance, tcha-tcha, Ozumiye, Otikwaza, tcha-tcha, Toubakide. Début 1960, Pierre Yantoula a 18 ans. Petit Pierre, comme on l'appelle, fait partie des 7 musiciens de l'African Jazz qui jouent à Bruxelles. Leur mission, accompagner et distraire la délégation congolaise qui négocie l'indépendance avec la Belgique autour d'une table ronde organisée par le roi Baudouin. À aujourd'hui 78 ans, Petit Pierre se souvient de ce jour comme si c'était hier. Les leaders aussi, entendant que la chanson Indépendance Tcha-tcha, ils ont compris facilement que nous avons déjà acquis l'indépendance. Et c'est là, la chanson est devenue internationale, mondiale. Léon Ngoulou, lui, était autour de la table ronde à Bruxelles, avec le futur premier président Joseph Kasavubu et le futur premier ministre Patrice Lumumba. À 86 ans, il n'a rien oublié. Donc, nous trois, nous sommes les pionniers de l'indépendance. Le 30 juin 1960, le Congo est libre, indépendant. Pourtant, pour Léon Ngoulou, ancien sénateur, les Belges et le roi de l'époque ont joué un rôle prédominant. Si nous sommes Congolais, c'est grâce à Léopold II, un étranger, qui est venu rassembler nos peuplades, vivaient séparément. Mais grâce à la colonisation, on n'avait plus de guerre tribale, c'était fini. Grâce à la colonisation, on avait la paix. Lucide, lui qui a été ministre sous Mobutu notamment, encense Léopold II, mais est aussi très critique envers lui-même. C'est lui qui avait créé ce Congo, mais avec des fautes bien sûr. Mais nous aussi, nous-mêmes, nous avons commis beaucoup de fautes, non? Nous avons tué des innocents. Florimond Mouteba a 70 ans. Lui a fui Mobutu. Emprisonné 2 ans, il est aujourd'hui membre de l'Observatoire citoyen des finances publiques. Tous les désordres que nous avons et les problèmes actuels sont quand même venus de cette indépendance qui était mal préparée. Je vais être franc. Nous avons reculé par rapport à l'héritage que nous avions reçu à l'époque de la colonie. Je vous ai dit que l'école était gratuite. Les soins médicaux gratuits. Nous n'avons pas ça maintenant. Il y avait peu de chômage. Très peu de chômeurs. L'emploi, c'est en RDC l'un des grands problèmes et l'une des priorités des jeunes Congolais. Voilà. Bon. 80% de jeunes sont au chômage. Et que font-ils pour survivre? Vous pouvez voir tout ce qui... Actuellement, je dirais que c'est le chaos quasi total. Sur le plan économique, social, politique. Beaucoup ici, comme Florimond Mouteba, pointent du doigt les gouvernements qui se sont succédés depuis 60 ans. Ce n'est pas la faute de l'Occident si, 60 années après, nous sommes toujours comme ça. N'est-ce pas? Ça, c'est un faux discours pour dire « Passez-vous les Occidentaux, il n'y a rien à voir. Laissez-nous faire de notre peuple ce que nous voulons. Laissez-nous piller notre pays comme nous voulons. » Pourtant, la jeunesse congolaise se mobilise encore pour tenter de faire bouger les lignes. Mes espoirs pour la RDC, c'est de voir un Congo où les autorités comptent sur les citoyens et les citoyens ont confiance en ceux qui le dirigent. Un Congo de confiance, un Congo fort, un Congo uni où le tribalisme ne divise pas, où le régionalisme ne détruit pas. Pour moi, l'avenir, il est dans cette jeunesse. Je crois que c'est cette jeunesse qui va nous aider à nous débarrasser de toutes les forces négatives qui sont en train de dominer le Congo. Toute cette classe politique médiocre, n'est-ce pas? Il faut qu'elle dégage.
60 ans après l'indépendance, le bilan de la République démocratique du Congo est contrasté. D'un passé composé et compliqué, les Congolais espèrent désormais un futur simple, un pays prospère et une population apaisée. Et depuis quelques jours au Congo, on parle plus de la crise politique, en effet, que de l'anniversaire de l'indépendance. Grosse tension au sein de la coalition au pouvoir qui réunit le parti du président Tshisekedi et celui de l'ancien président Kabila. Des tensions qui s'expriment aussi dans la rue avec des manifestations parfois violentes. Dans la suite de ce journal, les produits locaux qui ont connu un engouement incroyable pendant la crise sanitaire, mais il semblerait que beaucoup de consommateurs aient déjà repris leurs anciennes habitudes. Les cours à la maison et les devoirs en classe, c'est ce qu'on appelle la classe inversée. C'est un concept qui a le vent en poupe avec les outils d'apprentissage numérique. Gwenaëlle de Kegeler nous l'expliquera dans un instant. Et puis, les athlètes ont-ils le droit de manifester leurs opinions politiques? Pour le Comité international olympique, la réponse est non. C'était le deuxième tour des élections municipales en France ce dimanche, 100 jours après le premier tour. Un scrutin inédit avec un taux d'abstention record. On va tout de suite faire le point en direct avec Pierre Marlet. Alors Pierre, le taux de participation, je le disais, est historiquement bas. Oui, le grand vainqueur des élections au niveau national, c'est clair, c'est l'abstention. 60% environ des Français ne se sont pas déplacés pour aller voter ce dimanche. C'est historique pour des municipales. D'habitude, le taux d'abstention municipal n'a jamais dépassé les 37%. On connaît l'attachement des Français à leur mairie, mais là, visiblement, avec cette crise sanitaire et à l'aube des vacances, ils ont la tête ailleurs et la participation est donc extrêmement faible. Est-ce que quelques verdicts sont déjà tombés, Pierre ? Oui, Julie, quelques verdicts, notamment un verdict très attendu, c'était celui du Havre, la ville du Premier ministre Édouard Philippe, qui quelque part jouait sa place à Matignon. Eh bien, Édouard Philippe l'emporte assez largement, semble-t-il, à plus de 55%. Donc, il emporte la ville du Havre où il était opposé à un candidat communiste. Du côté du Rassemblement national, qui avait fait des résultats en demi-teinte, le parti de Marine Le Pen au premier tour, eh bien, il pourra s'enorgueillir d'avoir pris la ville de Perpignan, où Louis Alliot a donc battu le maire sortant. Et puis, on peut noter aussi, on attendait évidemment les résultats des Verts. Allaient-ils confirmer leur percée spectaculaire du premier tour? À ce stade, c'est encore difficile à dire dans les toutes grandes villes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont visiblement gagné la ville de Besançon. Ils gagneraient peut-être aussi Poitiers, mais ils ont perdu leur duel face à Martine Aubry à Lille, qui va donc sauver sa mairie à Lille. On attend évidemment encore les résultats d'autres grandes villes où on peut voter, je vous le rappelle, jusqu'à 20h. Donc, c'est extrêmement difficile de vous en dire plus. Et puis, il faudra être extrêmement prudent pour tirer des enseignements nationaux, parce que les municipalités, c'est des scrutins très localisés, des enjeux localisés, des personnalités locales. Et avec un taux de participation aussi faible, eh bien, il faudra encore être encore plus prudent. Merci Pierre pour tous ces éléments en direct. À Bruxelles, environ 500 personnes ont manifesté cet après-midi pour dénoncer la politique du gouvernement israélien, gouvernement qui a pour projet d'annexer les territoires palestiniens. On parle de 60% de la Cisjordanie occupée. Si Donald Trump soutient cette stratégie, une bonne partie de la communauté internationale a en revanche protesté contre ce projet qui ne respecterait pas le droit international. Et selon ces manifestants, il faut aller un cran plus loin avec des sanctions internationales et un boycott d'Israël. Et on va à présent parler d'enseignement dans notre page Un œil sur demain. La petite musique n'est pas partie. Ah si, la voilà. Voilà pour le jingle. La crise sanitaire a bouleversé toutes les habitudes dans les écoles qui ont dû rapidement mettre en place des outils pour assurer leur continuité pédagogique à distance. Et même les écoles, déjà très équipées en nouvelles technologies, ont dû s'adapter en cas de reconfinement ou de rentrée partiellement à distance. Les écoles sont-elles prêtes? Quels enseignements peuvent-elles tirer de cette période particulière? Voici quelques éléments de réponse avec Sarah Hendricks. Pendant plus de 3 mois, c'est devenu une habitude quotidienne. Maïssa, 8 ans et demi, s'installe devant son ordinateur. Sa prof de 3e primaire utilise la plateforme Padlet, un site réservé aux élèves de sa classe où elle partage messages, documents et exercices. Alors, on a l'horaire de la semaine. Après, on a quelques matières. Donc, on a ici, je peux vous montrer la conjugaison. Donc, on a un peu de tout. Pendant le confinement, Maïssa s'est vite sentie très à l'aise pour travailler toute seule.
J'arrivais à me débrouiller, il fallait juste mes parents pour m'allumer l'ordinateur et me faire le code et voilà. Après, ça glissait comme sur des roulettes. Il faut dire qu'elle avait aussi à sa disposition une plateforme d'exercice en ligne plutôt ludique. Eps, salut toi, bienvenue dans le monde de Scoodle Play. Choisis ton avatar. Une plateforme développée ici, à Braine-l'Alleud. Comme la plupart des éditeurs de manuels scolaires, les éditions Plantin ont mis au point cette extension numérique pour la réalisation d'exercices. Chaque élève a créé son avatar qu'il va pouvoir personnaliser en fonction de ce qu'il voudra faire et en fonction de son travail. Quand j'ouvre mon casier, voilà, je vais pouvoir voir également aussi tout ce qu'il a à sa possibilité, sa petite garde-robe. Pourquoi ? Parce que grâce au point qu'il va emmagasiner en réalisant des exercices, il va pouvoir accéder à une boutique où il va pouvoir acheter différentes petites choses. La fréquentation du site a tout simplement explosé pendant le confinement. On a eu quotidiennement environ 600 000 exercices qui sont faits par jour, rien qu'au niveau francophone. On a aussi plus de 100 000 élèves actifs, toujours rien qu'au niveau francophone. Donc ça fait presque un élève sur 3 qui a un compte actif sur Scoodle Play. Et au niveau des enseignants aussi, puisqu'on a doublé le nombre d'enseignants qui sont actifs sur la plateforme. Scoodle Play permet également à l'enseignant de communiquer avec ses élèves et ici, on tente d'améliorer cet aspect pour la rentrée au cas où certaines classes ne reprendraient pas à temps plein à l'école. Bonjour, voilà donc pour mes élèves qui sont restés à la maison et pour vous, j'ai préparé ici un petit devoir. Guy Cuvelier, lui, est fin prêt pour enseigner partiellement ou entièrement à distance s'il le faut. Ce professeur d'histoire et de géographie est un passionné de technologie. Après une première fermeture de son école du centre de Bruxelles suite aux attentats du 22 mars, il a aidé à installer une suite de programmes financés par la ville qui se sont révélés bien utiles avec le confinement. On s'est tous mis à utiliser les outils, même les professeurs qui n'étaient pas très habitués, on a fait des formations entre nous, ils ont répercuté auprès des étudiants et vraiment ça a été même assez exaltant de voir que ça répondait bien du côté étudiant, du côté professeur. On a vraiment créé une dynamique et on a vraiment gardé un contact avec nos étudiants qui étaient restés à la maison. Avec un autre professeur, ils ont formé plusieurs collègues de la ville à distance, si bien que même des cours d'éducation physique ou de danse ont pu se faire par vidéo. La directrice est donc sereine en cas de reprise partielle à la rentrée, voire même dans le cas de l'hospitalisation d'un élève par exemple. Ce confinement nous aura permis effectivement d'anticiper ce genre de choses et de nous dire tiens, tel élève est absent des classes de l'école pendant un certain temps et nous allons quand même continuer à nous occuper de lui du mieux possible. Au-delà de ces quelques belles initiatives, la Belgique francophone manque d'une approche globale en matière d'e-learning. Pour ce professeur d'économie, le monde politique doit rapidement lancer une étude de marché pour proposer une plateforme facile et souple à toutes les écoles. Cette crise a révélé une forme de ségrégation digitale ou une ségrégation numérique entre les écoles. On a vraiment des écoles qui sont très en avance et des écoles qui sont très en retard. Et il faut combler ce retard au plus vite si on veut donner des chances égales à tous les enfants. Les parents de Maïssa se rendent compte qu'ils ont eu beaucoup de chance de vivre un confinement très serein, même s'ils ont dû jongler entre télétravail et devoirs. La petite fille, elle, serait même prête à recommencer à la rentrée. Moi, si je continue sur l'ordinateur ou à l'école, ça m'ira. Ne manquera que le vrai contact avec ses copines. Les technologies compensent, mais ne peuvent pas tout remplacer. Selon des chiffres de l'UNICEF, 1,5 milliard d'enfants dans le monde ont été privés d'école durant cette crise. L'apprentissage, les devoirs et les examens se sont, par la force des choses, digitalisés de manière un peu brutale parfois, mais ce sera peut-être, Gwenaëlle, l'occasion de pérenniser l'utilisation des nouvelles technologies. Oui, et c'est plutôt dans l'air du temps. Julie, fin 2018, dans une étude américaine, 60% des jeunes entre 14 et 40 ans déclaraient que la plateforme YouTube était leur principale source d'apprentissage. Alors, dans le cadre de l'école, les nouvelles technologies permettent une approche plus personnalisée des apprentissages. Or, on le sait, pendant cette période de confinement, les différences de niveau entre élèves ont été probablement accentuées. Ce sont des différences de niveau qui existent déjà en temps normal. Et donc, les professeurs doivent jongler avec cela à court terme et puis peut-être à plus long terme aussi en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Donc, l'idée, c'est d'arriver à une symbiose entre l'apprentissage classique et l'apprentissage en ligne qui permettrait aux élèves d'être plus impliqués grâce notamment à une approche pédagogique dite de classe inversée. En quoi ça consiste précisément ? La classe inversée, ça porte assez bien son nom. En fait, en très gros résumé, on pourrait dire les cours à la maison et les devoirs à l'école. On va apprendre un concept par soi-même,
en ligne face à un écran. En fait, ça peut se faire à l'école ou à la maison, ça ne change pas grand-chose, on est juste seul face à l'écran. Et puis une fois qu'on a intégré le concept, quand on se retrouve en groupe, on peut aller plus loin grâce à des activités qui sont spécialement mises en place, des expériences, et ça nécessite évidemment un investissement massif afin d'équiper les classes ou les élèves, puisque le but c'est évidemment d'éviter d'accentuer davantage la fracture numérique. Vous parliez d'investissement, c'est vrai que ça nécessite pas mal de sous pour ces plateformes. Bah oui, tout à fait, et tout le secteur des technologies de l'éducation, le secteur des EdTech, il y a plusieurs voix qui se sont élevées ces derniers temps avec la crainte de voir le secteur dominé par les GAFAM, les géants du web, qui ont, grâce à leur puissance, pu répondre très rapidement à la demande qui a explosé ces derniers mois. Merci Gwenaëlle pour cet éclairage. Pendant le confinement, beaucoup de Belges ont redécouvert les producteurs de leur région. Ils sont allés se fournir directement à la ferme ou chez le maraîcher. Alors cet engouement pour les circuits courts sera-t-il durable? Les acteurs du secteur doivent constater que le soufflet est déjà un peu retombé. Reportage à hâte de Thomas Dechamps. Dans cette exploitation énuyère, on a parié sur la vente directe à la ferme depuis de nombreuses années déjà. Et si cette agricultrice a tout de même été étonnée par l'affluence record de clients durant le confinement, elle est aussi de la soudaine baisse qui est survenue à la fin de celui-ci. Dans le confinement, on a eu énormément de monde. On a même eu du mal à gérer la situation parce qu'il fallait produire plus. Ça ne se fait pas en une journée, mais bon, il fallait répondre à la demande des gens. Et c'est vrai que de petit à petit, quand les gens ont repris le cours de leur vie normale, on a vu, et je pense tous mes collègues du circuit court l'ont vu également, moins d'affluence parce que les gens ont repris le cours de leur vie normale et ils ont moins de temps. Et voilà, c'est un peu dommage. Un peu dommage, c'est aussi ce que s'est dit ce producteur de farine et de pommes de terre lorsqu'il a constaté que les nouveaux clients ne revenaient pas après tous les efforts consentis pour satisfaire tout le monde durant la période de confinement. On a assumé, on a eu une affluence et on s'est organisé pour pouvoir accueillir tout le monde. Et aujourd'hui, ça a changé ? Et aujourd'hui, malheureusement, ça a bien changé. Là, c'est revenu à une situation antérieure. C'est revenu à la normale ? Revenu à la normale. Donc, tout le monde est retourné, je suppose, en grande surface où on trouve plus de produits. Nous avons quasiment doublé la production aussi pour cette année. Et vu l'affluence dont on a eue, on pensait que les gens allaient continuer, quoi. Ce qu'on ne vendra pas, ça partira pour la poubelle, quoi. Et c'est bien dommage, une qualité de produit comme ça, de les mettre à la poubelle. Déception donc chez ces producteurs locaux. Le monde d'après, comme on dit parfois, semble déjà loin. Mais ici, on veut croire que la tendance repartira bientôt à la hausse, mais de manière beaucoup plus progressive, comme c'était après tout le cas avant la crise du coronavirus. Les JO ont été reportés d'1 an, mais le président du comité international olympique prévient déjà, pas question pour les athlètes de mettre leurs genoux à terre ou de manifester leurs opinions politiques. Les Jeux olympiques tiennent à leur neutralité, mais est-ce une position tenable dans le contexte actuel? Élément de réponse avec Charlie Douassège. Le monde se mobilise contre le racisme depuis plusieurs semaines. Les sportifs participent évidemment à la lutte et le Conseil des athlètes du Comité olympique et paralympique des États-Unis demande la permission de manifester ses opinions politiques, religieuses ou raciales pendant les Jeux. L'USOPC et John Carlos demandent au CIO d'abolir la règle de la charte et de développer une nouvelle politique en collaboration directe avec une représentation d'athlètes. 50 years ago, I stood on a podium with two individuals, Tommy Smith and another blue-eyed white guy by the name of Peter Norman. John Carlos et Tommy Smith avaient tendu le bras ganté de noir sur le podium des JO de Mexico en 68 contre la ségrégation raciale. Ils ont été exclus et ont dû rendre leur médaille. They were protesting not for one race, not for black, for brown, for yellow, for white. For all people. D'autres athlètes ont utilisé les Jeux pour faire passer un message. Le perchiste polonais Koziakiewicz ose un bras d'honneur dans le stade de Moscou en 1980 pour montrer son désaccord avec la politique de l'URSS. À Moscou toujours, au championnat du monde d'athlétisme en 2013, deux sprinteuses russes s'embrassent sur la bouche pour défendre la cause homosexuelle. Elles expliqueront plus tard s'être effleurées par hasard. La grande star américaine de football, Megan Rapinoe, n'hésite pas à s'agenouiller. Elle refuse de chanter l'hymne américain et de mettre sa main sur le cœur. En solidarité avec les minorités de toutes sortes, dont les homosexuels, elle lutte également contre le racisme.
Enfin, la Ligue de football américain est la première à accepter les signes de manifestations religieuses, politiques ou raciales sur les terrains. Le CIO pourra-t-il tenir sa position de neutralité face aux pressions de plus en plus fortes? Réponse très bientôt. Et on va terminer ce journal avec quelques images de la famille royale. Après une balade dans le Limbourg hier, c'est dans le Luxembourg que Philippe et Mathilde se sont rendus aujourd'hui, accompagnés de leurs 4 enfants, du roi Albert et de la reine Paola, avec au programme un incontournable, le point de vue du tombeau du géant près de Bouillon. Cette excursion est une manière pour la famille royale d'apporter son soutien au secteur touristique. Météo, demain le temps sera sec avec de belles éclaircies, plus belles dans l'extrême sud du pays d'ailleurs. Le vent sera sensible, à la mer on attend des équipes qui l'ont réalisé. Je vous souhaite une très agréable soirée, à bientôt.